Merci. Bonsoir. Écoutez, non, mais c'est toujours un peu délicat vous savez, les présentations de films, puisque vous allez le voir. Donc, pour vous dire, en fait, ce film est né de l'envie de tourner dans un Emmaüs, qui était l'Emmaüs de l'Escarpeau, à côté de Pau. Et l'envie de tourner retourner avec Yolande, puisque ça fait 3 films qu'on fait avec elle, et l'envie nouvelle de tourner avec Jean. Et donc ça s'est très très bien passé, comme vous allez pouvoir le voir. Et donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour voir ce film, en espérant que ça vous plaise. Voilà. Alors, juste pour dire, Jo, on ne savait pas, mais il était juste dans le coin, parce qu'il joue au théâtre qui est à côté, en ce moment. Ah, vous pouvez venir tous les soirs. Alors, à quelle heure À quelle heure Oh, bah, c'est du 20h. C'est quoi exactement? Ça s'appelle Choc Corridor. Alors, justement, on va... Et donc, donc il joue également dans notre film un rôle important. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure, on va dire. Hein, voilà, oui, on s'en parle tout à l'heure. Oui, c'est mieux. Ou alors on s'en parle tout de suite, mais... on peut rester là pendant la projection. Ouais, c'est devant. Ouais. Salut Vincent. Parce qu'on est un peu chez nous ici quand même. Enfin, quelque part. Merci, c'est gentil. Merci. Tout à l'heure, alors merci. À l'heure, bon film. De danser pas sur le générique de fin, n'hésitez pas. Bonne soirée. Ah, ça va là maintenant, elle est froide. Merci les amis. Merci d'être resté. Voilà. Écoutez, on a juste un aveu à vous faire, c'est un peu, c'est pas très déontologique, mais parce que Yolande c'est la reine de la soupe, elle fait des soupes extraordinaires et malheureusement c'est de la liebig en boîte. Donc on est vraiment désolé, mais on vous avoue un peu les secrets de fabrication. J'en ai reconnu. Ouais, Gérald, alors, juste en attendant que tout le monde se remette un petit peu du film, moi je vais commencer avec une question toute simple. Comment est-ce que vous avez été amené à trouver ce lieu si particulier? Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Et quel a été l'accueil qui vous a été fait quand vous êtes arrivé là-bas pour le tournage du film? En fait, on a donc trouvé ce lieu il y a 5 ans à peu près. C'est Moustique donc, qui travaille pour nous, parce qu'on fait une émission qui s'appelle Groland sur Plus. Et ils allaient faire le DJ là-bas parce qu'ils faisaient des fêtes, ils ne font plus maintenant, mais tous les ans il y avait une fête de la musique avec des groupes, dont Zebda qui ont signé Moussa Hakim qui ont signé la bande originale du film et la chanson. Ils étaient allés aussi là-bas, donc ils connaissaient aussi l'endroit, donc ils se trouvent à Pau. Et Moustique nous avait dit allez voir, c'est vraiment bien, bon esprit, tout ça. Donc et nous, Emmaüs, dans nos têtes, avec Benoît, ça a toujours été très fort parce que on est, à force d'être jeune, on commence à être un peu vieux, mais on fait partie d'une génération. L'Abbé Pierre, c'était quand même la personnalité préférée des Français pendant 15 ans. Donc on a été forcément frappé par ça. Plus Emmaüs, c'était, comme beaucoup d'entre vous, on est tous allés. Moi, les premiers meubles que j'ai achetés, c'était là-bas. Voilà, donc on a une histoire forte avec l'Abbé Pierre et Emmaüs. Et déjà, même pour un film précédent, on avait déjà vu une communauté,
On était vraiment branchés Emmaüs à fond. Et donc on est allé là-bas comme ça, un jour on s'est dit, tiens, avec Benoît, allons voir, on ne sait jamais, on n'avait pas d'idée de scénario, mais... Donc on est allé là-bas, on a rencontré donc Germain qui s'occupe de... qui est le responsable, et il a fait comme les compagnons, c'est-à-dire qu'il nous a rien demandé, il nous a juste dit, installez-vous, donc on s'est installé dans une des petites maisons, là, et puis après, voilà, on s'est baladé. Mais la première impression était un peu bizarre pour de rien cacher, c'était l'hiver, et l'hiver là-bas c'est assez rude quand même, il flotte pas mal. Et bon, c'était un peu tristouné, on était allé boire une bière dans le foyer le soir, ils nous regardaient un peu comme ça, enfin ça faisait un peu bizarre. Et puis on est retourné quand même, on a dit quand même, enfin c'était une bonne impression malgré tout. Et puis on est retourné au printemps, et puis là c'était beaucoup mieux, enfin c'était plus gai, et puis surtout on a rencontré beaucoup plus de compagnons, et puis je sais pas, les portes se sont ouvertes justement par l'émission qu'on fait sur Canal+, il y a toujours quelques personnes qui la connaissent et qui aiment bien, donc ça ouvre pas mal de portes. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, l'endroit est génial. En fait, ils construisent les maisons, enfin, c'est un peu comme les trois petits cochons qui arrivent d'abord, ils logent dans un bâtiment qu'on n'a pas montré parce qu'il n'était pas très beau, mais avec des chambres. Et après, ils ont des mobilos, mais après, ils passent aux maisons en dur. En fait, ils construisent, c'est eux qui déterminent les plans un peu des maisons, donc l'architecture est un peu bizarroïde avec des maisons inversées, tout ça. Mais c'est ce qui fait la beauté du lieu, et c'est très coloré, et ils n'ont pas de permis de construire, donc ça c'est quand même pas mal pour faire ce qu'on veut. Et voilà, donc il y a une ferme, enfin je sais pas, ça nous a vraiment plu. Et après, bon, on s'est dit, allez, on essaie de trouver un scénario à partir de là. Mais on a cherché quand même un petit moment, et puis parallèlement à ça, on avait Jean qu'on avait rencontré à Cannes dans une soirée, et on s'était dit, enfin, à cette époque-là, une grosse soirée qu'on avait fait à Cannes. Il faudrait nous raconter la soirée dans les détails. Hein? Il faudrait raconter la soirée un peu plus dans les détails. Jean, rappelle, parce que moi je me rappelle plus. Donc, j'étais venu voir le Grand Soir avec Dupontel et Paul Vorde, et on s'est retrouvés dans une soirée, il y avait un concert des Grandes Passes, et on a vu des coups, et on s'est jeté dans le public avec Dupontel, voilà. Et Gus était torse nu, je sais pas si tu t'en souviens, mais... Oui, ça je... Voilà. Et je sais pas, tard dans la nuit, on s'est dit, bah, ça serait pas mal qu'on fasse un truc ensemble. C'était en 2012. Ouais, par là, ouais. Tu vois, finalement, les promesses à 4h du mat, des fois... Hein. Ah, oui, mais ça, c'est les meilleurs contrats, c'est à 4h du matin, enfin, tous les gens le savent. Mais du coup, on avait donc voilà, on a fait ce contrat synalagmatique. Et du coup, bon, on avait Jean, et puis après Yolande, on voulait retravailler avec elle, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, il fallait trouver le scénario. Et là, c'était en fait, on s'est juste posé la question capitale, et qu'on se pose d'ailleurs toujours. Hein. C'est où allons-nous Le communisme n'a pas marché, le capitalisme ne va pas marcher, on va droit dans le mur, comme dit Yolande dans le film. Bon, c'est comme c'est sur un terme peut-être moyen, long terme. Bon, ça ne fait pas bien que tout le monde soit au courant et soit un peu affolé quand même de ce qui se passe, notamment écologiquement. Mais en tout cas, voilà, donc c'était ce constat de dire alors qu'est-ce qu'il nous reste, et en fait, il y avait cette petite utopie qui est vraiment en marche, pour le coup, là-bas, et qui nous offrait un espoir aussi, parce qu'on voulait faire un film optimiste, on voulait je sais pas, enfin, on avait fait 2 films auparavant qui étaient un peu rudes, enfin, un sur le suicide quand même, donc, on voulait aussi, je sais pas, donner que les gens sortent du cinéma avec un sourire. Et donc cette communauté nous donnait le moyen de dire, bah oui, il y a des choses qui se passent, ils recyclent les produits, ils font du bio, c'est de la solidarité, enfin voilà, donc c'était aller vers ça et proposer au moins un petit rayon de soleil dans cette dureté, quoi. Et du coup, pour Jean et Joseph, vous, votre arrivée dans cette communauté qui peut être vue comme
un microcosme avec son propre équilibre et tout, votre arrivée en tant qu'acteur pour tourner un film, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un à l'autre comment ça s'est passé? On est arrivé très humblement parce que le premier truc qu'on fait, c'est on rencontre évidemment Germain, les compagnons, on fait le tour et puis on écoute, quoi. Voilà, il faut écouter, il faut regarder et il vous apprend évidemment qu'il y a, comme dans le film d'ailleurs, il vous apprend qu'il y a des gens qui sont cabossés par la vie, et puis d'autres qui sont venus délibérément par eux-mêmes parce qu'ils cherchaient aussi un sens à leur vie. Donc voilà, on sort aussi un peu des clichés, des caricatures et on apprend à se connaître. Il faut un peu de temps, il faut écouter. Voilà, donc on a écouté et puis après on est arrivé à une petite équipe de cinéma en fait. C'est une équipe très réduite, il y a une personne par poste, ça n'a pas changé du tout leur fonctionnement, on n'a pas voulu déranger quoi que ce soit. Ceux qui voulaient tourner venaient, ceux qui ne voulaient pas rester ou chez eux ou dans les ateliers. Et puis ça s'est fait voilà, très simplement. Ouais. Non, vraiment, ça s'est fait simplement. Il y a eu des... En fait, je crois que moi, ce qui m'a beaucoup touché aux Emmaüs, c'était le témoignage des gens qui étaient là-bas, qui disaient on ne nous demande pas ce qu'on a fait avant. Voilà, on nous accepte comme ça. On n'est pas obligé de raconter pourquoi on est là et raconter son parcours. Et du coup, je sais pas, ouais, c'est ça, les choses se sont faites naturellement. Le soir, il y avait le bar qui était ouvert, donc on pouvait un peu discuter avec les gens. Et puis, je sais pas, enfin... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'était bien. C'était plus que bien, Alors, il faut d'y aller, quoi. Il faut préciser que en fait, Jo, donc au début, pour les 7 compagnons principaux, on voulait prendre, on avait pensé à des acteurs assez connus, genre Corinne Maziero, Grégory Gadebois, Jean-François Stevener, enfin, on avait toute une troupe géniale d'ailleurs d'acteurs, mais on s'est dit que ça enlèverait de la crédibilité au film. Et donc on s'est dit on va prendre des vrais compagnons de l'endroit, et puis là on s'est dit par contre ça craint un peu parce qu'on ne voulait pas susciter des jalousies entre eux, enfin c'est un équilibre assez fragile quand même. On ne voulait pas qu'il y en ait... Déjà il y en avait certains qui ne voulaient pas apparaître du tout, et tu sentais que bon, ça les intéressait pas, mais du coup peut-être qu'ils regardaient ceux qui participaient d'un mauvais œil, donc on ne voulait pas créer quoi que ce soit, une zizanie quelconque dans le centre. Donc on s'est dit c'est pas la bonne solution non plus, et du coup on a pris nos compagnons à nous, et en fait les 7 compagnons qui sont présents à l'écran sont en fait des gens, mais qui, comme à Emmaüs, on a voulu qu'ils viennent d'univers totalement différents, puisque Jo il vient de la musique, c'est un musicien, fait plein de trucs, voilà. Là maintenant il est au théâtre. Il joue au théâtre. Voilà. Et puis il y a Grégory, c'est Lou Castel, qui est un acteur des années 60, qui a une filmographie extraordinaire avec des grands réalisateurs italiens, et qu'on a pris comme ça. Moi je ne le connaissais pas, mais c'est Benoît qui m'a dit voilà, donc je lui ai dit ok. Sinon on ne fait aucune répétition comme vous laissez, donc j'ai fait confiance à Benoît, je ne le connaissais pas du tout. Il y a une fille qui fait du théâtre de rue, là, qui est au truc à côté, là, enfin, Elsa. Il y a un acteur de théâtre qui s'appelle Jean-Benoît Hugueux, qui est le libraire, donc Bernard Lévy, là. Et puis il y a qui d'autre, Marius, qui est un mec que j'ai connu, le chinois marseillais, qui est un copain un mec que j'ai rencontré il y a 25 ans, qui est au RSA à Marseille, et qui a des petits boulots, il garde soit des poules, soit des personnes âgées, ça dépend des mois. Et donc voilà, et puis il y a Jean-François, le cuisinier, c'est notre cuisinier qui fait nos cuisines de tournage. Et voilà, donc c'était un attelage assez hétéroclite, et qui correspondait d'ailleurs à l'Emmaüs, parce que c'est des gens qui viennent de différents univers, donc voilà, c'était pour vous expliquer qu'on n'avait pas pris que des compagnons sur place, mais qu'ils avaient largement le profil. Joël Seria, oui. Joël Seria, oui, qui est un réalisateur qui joue le père de Jean avec sa femme, qui s'appelle Jeanne Bourville, les deux. Et en fait, oui, c'est un réalisateur qu'on adore depuis très très longtemps, qui a fait les galettes de Pont-Aven, comme La Lune, enfin des références pour nous qui adorons, et lui et Jean-Pierre Mariel. Enfin, ce sont des films
nous ont marqués, bien sûr, par les dialogues géniaux, l'interprétation à chaque fois de Jean-Pierre Mariel totalement hallucinante. Donc ça, c'est des films références pour nous, comme peuvent l'être Tonton Flingueur ou autres choses comme ça. Donc voilà, et puis il nous suit depuis longtemps, et à chaque fois quand on termine, on n'a même pas terminé le film, on lui montre comme c'est quelqu'un qui est pas aigri, malgré le fait qu'il a du mal à monter ses films, il rit de bon cœur, et nous ça nous rassure, donc c'est notre test, notre spectateur test. J'ai encore une question pour Jean avant de passer la parole à la salle. Une des thématiques du film quand même assez forte, c'est l'image de soi, l'image qu'on envoie, l'image qu'on voudrait renvoyer, etc. Donc ce personnage qui est beaucoup dans une certaine posture, qui est à la fois qui voudrait paraître beau, mais qui a un peu 25 années de glandouille derrière lui. Comment est-ce que ça se travaille physiquement, ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de ça, mais ces postures, ces gestes, ces façons de se tenir, d'avancer, comment est-ce que vous aviez des références, est-ce que ça s'est travaillé avec les réalisateurs, parce qu'on sent vraiment un vrai travail dans ce sens-là. J'ai mangé des croque-monsieur. On a tourné en mois d'août, donc en juillet, j'étais en vacances. Je me suis laissé complètement... voilà, j'ai mangé, j'ai appris mon texte. Je ne peux pas vous inventer autre chose. Hein. Et je l'ai fait, on l'a fait après, on s'est vu un peu avec... parce qu'ils ne théorisent pas beaucoup et ils ont raison. Je pense que vraiment leur cinéma existe que lorsqu'on le fabrique. Donc je suis allé faire des essais de fringues. Je leur ai montré un peu les trucs. J'ai coupé les cheveux parce qu'ils voulaient une coupe de cheveux un peu à l'abbé Pierre. Je me suis un peu voûté. On s'est dit, il faut un peu cabosser le personnage, quoi. Je me suis dit qu'il devait être très bronzé parce que c'est un mec qui vit dehors. Et voilà, les quelques trucs, on s'est mis d'accord. Et ensuite, c'est les scènes en fait qui racontent le personnage, quoi. Mais je peux pas dire que j'ai vraiment gambergé le truc avant. Je me suis pas préparé. Il fallait que je sois très disponible en fait. Et d'ailleurs, c'est ça que je sentais chez eux. C'est pas des gros bavards au départ, Ben et Gus, mais c'est pas simple. Il faut aussi que ça se passe bien. Quand on n'est pas bavard, c'est qu'on sait pas en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, Non, mais c'est toujours très difficile les premiers jours entre un metteur en scène et les acteurs, parce qu'il y a aussi le personnage qu'ils ont fantasmé, et puis il y a la réalité, et on a parfois peur que l'acteur arrive avec sa petite boutique et ce qu'il a déjà fait en comédie, alors que moi je pars du principe qu'on doit arriver totalement vierge, on ne vient pas avec ce qu'on a déjà fait, et on dit voilà, je veux être disponible, je veux vous donner... Donc tout ça c'est fait presque... La première semaine est toujours très intéressante, d'ailleurs. La première semaine est très test, justement pour trouver ça, pour se voûter. Après, c'est vrai qu'on a quand même des béquilles de jeu, parce qu'un mec qui se met un manteau en fourrure quand il fait 45 degrés, on se dit, bon, bah, a priori, c'est un âne, quoi, un crétin. Ce que je voulais surtout, c'est garder toutes les fulgurances et leurs dialogues qui sont géniaux, et ça demande pour le coup beaucoup de travail. Beaucoup. Et parce qu'on veut rien déflorer, parce qu'on ne veut pas inventer, parce qu'il n'est pas question d'improviser quoi que ce soit quand c'est très très bien écrit. À ce point-là, c'est ce que je recherche dans les comédies, sinon je ne fais pas de comédie. Sinon je vais dans un autre genre, et quand il y a des comédies comme ça, il faut que ça soit au cordeau, et le seul truc... Après, il y a de la disponibilité avec, selon... Il y avait tous les compagnons, je ne joue pas forcément de la même manière devant une Yolande ou devant Jo, ou Jo, je vais essayer de lui vendre, je suis un peu vendeur photocopieur, devant Yolande, je m'écrase un peu, je suis un peu rampant. C'est selon aussi les rencontres. Enfin, ça, c'était super, les combinaisons. Même avec Lou Castel, on parlait de Lou Castel, cet acteur des années 50-60, qui a un rythme un peu particulier, un peu à lui. C'est pas trop comment il va réagir. Donc là, pour le coup, on improvise un peu, mais pas sur le texte, pas sur les réactions. Du coup, ça rebondit un peu sur la réponse que vous avez donnée là, par rapport à l'écriture. Je me demandais pardon, s'il y avait un peu d'improvisation, justement, ou si tous les dialogues étaient complètement écrits. Non, mais en fait, on réécrit les dialogues un peu tout le temps. C'est un peu après 8 films maintenant, on n'a pas appris grand-chose, mais disons qu'on est un peu plus, on sent un peu quand ça va pas ou quand ça va pas aller. Donc c'est bien que les journées sont longues pour nous avec Benoît, parce que le soir, quand on a fini,
on regarde les dialogues du jour d'après et on se dit tiens ça c'est trop long, ça va pas. Et justement en avançant, parce que comme on prépare pas du tout le côté psychologique des personnages, ce que font certains scénaristes, c'est-à-dire de dire le personnage est comme ci, sa vie comme ça, il a vécu ci, il a vécu ça. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs finalement, mais nous on le fait pas, quoi. Donc effectivement maintenant avec un peu l'expérience, on réécrit beaucoup les textes, ce qui n'est pas facile pour les acteurs, parce que quand tu as un texte bien appris ses textes, c'est toujours un peu chiant quand même quand on arrive en disant ben non finalement c'est pas ça, c'est ça. Surtout que des fois c'était carrément avant de tourner sur un petit bout de papier écrit avec des pattes de mouche. Donc, mais comme Jean, il est toujours partant, il adore jouer, il sait que c'est pour le bien du film. Donc voilà, ce qui fait qu'effectivement rien n'était improvisé, mais tout était bougeable et il bougeait vraiment beaucoup. Ah, vous êtes open, quoi. On est open. Aux accidents et puis au... Non, mais ça arrivait 2-3 fois, effectivement, à des séquences où, notamment la sortie de l'hôtel, où j'avais tout un baratin, où on disait votre carte, monsieur Bora, tout ça, et je dis en fait, je l'ai oublié dans la doublure de mon pantalon, enfin un truc. Et puis c'est vrai qu'on en a fait 3-4 prises, et puis tu sens que bon, bah, c'est bien, c'est bavard, c'est en place, c'est là, mais il manque la petite magie à la scène, quoi. Et là, on invente d'autres trucs. Et pour ça, ils sont super actifs, Ben et Gus. Ils font tout de suite plan B, on change, on bouge. Le train, pareil, je crois. Il y a un truc sur le train. Ouais, aussi, c'était trop long, on a supprimé un personnage, mais bon, ça, c'est des trucs qu'on sent, parce que c'est déjà long, la scène du train, j'imagine. C'était interminable, mais je sais pas pourquoi les réalisateurs, enfin, c'est une des problèmes quand on écrit les scénarios, c'est même justement avec l'expérience, il y a des pages de texte et des redites, parce que là on s'était un peu trompé. Heureusement, juste la veille, on a supprimé tout un personnage, parce qu'il y avait le Tarzan en question qui devait arriver dans le wagon et dire voilà, moi aussi je veux partir, tout ça, alors que là il arrive qu'à la fin maintenant. Mais donc on a changé au dernier moment, on a taillé, retaillé dedans, puis heureusement qu'on a eu l'idée grâce à Jean qui a trouvé cette caméra par hasard en chinant dans l'Emmaüs, la vieille caméra FR3 en noir et blanc. Là. Donc ça nous a sauvé la mise, parce que normalement on ne fait pas de ce genre de truc d'habitude, mais là heureusement qu'on avait cette caméra pour couper dans ce texte qui était hyper long, mais en vrai effectivement on fait encore des erreurs, enfin tout le temps. Mais voilà, ce qu'on aime bien, c'est que c'est aussi de l'artisanat, hein, c'est pas pour rien. C'est l'école Emmaüs. Hein, par exemple, sur Le Grand Soir, on a cherché la fin pendant tout le film. Donc, et on l'a jamais trouvé d'ailleurs. Mais c'était dingue. On avait trouvé un truc, on a fait rapatrier un truc géant, une tarte à puce, parce qu'on avait pour un truc, on avait avec les Royals de Luxe, la compagnie de théâtre de rue, on avait créé une catapulte à tarte à la crème qui s'appelait Tarte à Pulte, qu'on devait envoyer dans la réunion des G7 à Bruxelles, des tartes à la crème sur le Sheraton où se réunissaient les chefs d'État. Donc Benoît avait cette tarte à pulte encore avec des élastiques énormes, de sauts élastiques pour envoyer les... Donc on dit voilà, on va terminer avec ça, donc on l'a fait rapatrier d'Angoulême, de sa grange, et puis finalement quand elle arrive devant nous avec les toiles d'araignée et tout, on dit finalement c'est pas comme ça à la fin du film. Donc ouais, effectivement, mais c'est ça qui est, je trouve ça, ce qui m'intéresse le plus, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement de ne pas savoir trop où on va, de rien répéter, d'être un peu dans le... Je sais pas, enfin, d'être ouvert à toute proposition, à rajouter des gens qu'on rencontre dans la rue, c'est arrivé. Voilà, c'est ça c'est notre façon de faire. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas pour nous, pour que ce soit vivant, parce qu'on aime bien déconner, parce voilà, enfin, on aime bien qu'il arrive des imprévus. Et Dieu sait, là, sur ce film-là, il n'y a pas eu beaucoup d'imprévus, mais sur les autres, je peux raconter des milliards d'anecdotes. Invraisemblable, mais voilà, enfin, c'est aussi avec le temps, on
essaie d'être un peu plus professionnel. Je voulais juste savoir, pour toute la partie qui est censée se passer en Bulgarie, est-ce que ça se passe vraiment en Bulgarie? Et si oui, est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers? Voilà. Des autorisations, des choses comme ça Nous avons fait construire le gros truc. Parce que là-bas, comme c'est très peu cher et les gens sont très très mal payés, on a pu se faire... Non, c'est pas... Non, non effectivement, non, aucun souci, non, un peu quand même, parce qu'on n'a pas pu rentrer dans le monument en question pour filmer. On voulait que les acteurs et toute l'équipe puissent rentrer. On savait que c'était fermé, mais parce que le toit s'effondre, hein, donc... mais on savait aussi qu'il y avait une espèce de... Il y avait un trou et qu'on pouvait descendre et aller dedans. D'ailleurs, il y a plein de jeunes du monde entier qui viennent faire un peu l'aventure en rentrant dedans. C'est génial d'ailleurs. Mais donc, comme on n'a pas pu rentrer, parce que l'équipe bulgare ne voulait pas qu'on le fasse, et on a failli le faire dans leur dos, mais on s'est dit, bon, voilà, on ne voulait pas faire de problème. Donc, à une époque, on l'aurait fait, je pense. Mais là aussi, on s'est professionnalisé. Et du coup, il n'y a que le chef opérateur qui est rentré dedans avec un mec qui le sécurisait un peu, et qui a pris les images que vous voyez, mais on a fait du son dessus pour faire croire que. Mais sinon, non, ouais, on est allé tourner vraiment en Bulgarie. C'est un monument qu'on a trouvé par hasard sur Internet en tapant monument délirant communiste. Et il y en a beaucoup, hein, mais celui-là, il est vraiment génial. Et les flammes, quand Jean il jette les cendres, les flammes en fait sont 3 lacets en dessous, parce que c'est montagneux, c'est à 1500 mètres d'altitude. Et les flammes sont règles juste lacets en dessous. Et c'est vrai, quand on a vu ce vaisseau incroyable inauguré en 1981 par Georges Marchais, un peu de donc, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, enfin, 1981, c'est vieux, mais en tout cas, non, mais c'est très très émouvant, hein, c'est vrai, hein, quand je vais Joe raconter sa première vision de ce monument. Alors en fait, on avait fini la scène, il partait repérer donc, pour le tournage du lendemain, et donc c'est je crois 3/4 d'heure de voiture, enfin dans la montagne, on était dans la brume, on a croisé des chevaux, un cheval tout maigre au bord de la route, une espèce de vision comme ça un petit peu bizarre, et puis arrivé là-haut, on monte ces grandes marches, le monument énorme et tout ça, qui est complètement abandonné, il y a des graffitis partout, il y a enfin bref, on dirait un squat en fait, c'est un truc énorme. Et donc je fais le tour du monument, et j'arrive, et là je vois une fille sublime, une espèce de Brigitte Bardot, toute seule, en short, avec les cheveux comme ça, sur ce truc. Qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? C'est pas possible, quoi. Et je vois Gus et les autres qui arrivent avec l'équipe, et aussi les filles du tournage, je vois donc tous les mecs en train de repérer quoi, le monument, quoi. Et les filles qui disaient, bon, on bosse, enfin bref. Mais c'était une vision incroyable, et en fait, elle était donc avec ses copains, et ils étaient en train de faire une expédition dans le site, ils avaient des lampes frontales et tout ça, ils se faisaient ce que les Parisiens faisaient dans les catacombes à une époque et tout ça, mais c'était leur catacombe à eux, c'était ça, quoi. Et voilà, bon, c'est la première vision que j'ai eue, mais c'était assez drôle, voilà. Il faut reconnaître que c'est... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, si vous allez là-bas, parce que je pense que maintenant, vous allez tous en vacances à Buzluca, hein, parce que vous allez annuler vos vacances dans le sud, sur les plages, et aller tous à Buzluca, parce que vous avez vu comme c'est beau. On va faire partir un bus de Montreuil. Hein? On va faire partir un bus de Montreuil voilà. la semaine prochaine. Bien sûr. Avec I Feel Good, avec pour un tour. Mais non, mais c'est très... Enfin, il y a quelque chose de très fort, hein, franchement, parce que un truc comme ça, créé, qui est maintenant totalement à l'abandon, quand on voit les images sur Internet de l'inauguration avec tous les drapeaux, et c'était magnifique comme à l'intérieur, c'était des mosaïques comme, enfin, aussi beau que le colonel Fabien, quoi. C'était vraiment des mosaïques qu'on voit d'ailleurs un peu, mais délabrées, mais
Il y en avait partout, c'était vraiment magnifique. Hein. Et ça fait vraiment un truc bizarre, très très strange. Vraiment, c'est très étonnant hein, comme endroit. Quant à la Roumanie, là c'était complètement idiot de passer par la Roumanie pour aller en Bulgarie. Et on s'était juré de faire un film en Roumanie. Voilà, on s'est dit, bon, voilà, on fait un plan en Roumanie et 10 heures de bus pour aller... Ça fait partie des trucs non professionnels, par contre. Et dans l'idée je reviens un petit peu en arrière, mais de Xavier Mathieu, donc leader syndical, figure de la lutte des continentales, dans le rôle d'un jeune patron macroniste par Miss Aquitaine. Ça vient comment, ça, cette idée? C'est professionnel, c'est non professionnel, c'est dans quel... C'est juste que... tu connaissais Xavier, toi, hein? Ouais. Et non, mais c'est juste un copain. Enfin, on s'est beaucoup vu à l'époque des luttes syndicales. Enfin, voilà, avec les Goudières aussi. Enfin, on soutenait un peu le truc. Et voilà. Et donc, on l'a mis déjà dans le Saint-Amour qu'on avait fait avec Depardieu, Poulvord, mais il avait été un peu coupé au montage, donc on s'est dit on va se rattraper. Et puis du coup, un rôle de parvenu un petit peu, qui se prétend riche, on trouvait que ça collait très bien avec un mec qui n'a pas une thune et qui s'est fait virer de Conti et qui galère comme un fou, donc on trouvait que c'était un pied de nez parfait. Voilà. Et puis il joue bien en plus. Hein, donc, très bien même. Je crois même qu'il s'est pris au jeu et que maintenant il a pété un peu les plombs. Merci beaucoup pour votre film. Quand je l'ai regardé, il me ressemblait beaucoup à une série américaine qui s'appelle Better Call Saul, surtout sur les couleurs, et qui est autour aussi d'un individu qui essaie de faire quelque chose toujours en force. Et ça me fait penser aussi sur ce rapport entre l'individu et le groupe, comme c'est dans le film. Et à la fin, vous avez fait un peu une sorte d'image pour une utopie, où il y a le partage, où tout le monde est ensemble. Est-ce que vous pouvez partager un peu votre utopie, les idées comment ça va marcher? Sans un plan, évidemment, mais plutôt tout simplement l'utopie, le vôtre. Non, mais je ne connais pas cette série qui a l'air bien, en tout cas. Non, mais sérieux, non, mais c'est tout ce que tu as dit, c'est vrai, c'est l'individu par rapport au groupe. Enfin, non, mais effectivement, c'est une petite, c'est pas une utopie parce que ça existe et que ça marche, c'est vrai. Mais à la fois, ce serait une utopie si c'était appliqué vraiment à un pays, ce qu'on est incapable de faire par manque de courage politique et surtout par les lobbies, je balance, par les lobbies qui empêchent qu'on arrive à, je sais pas, à être un peu plus responsable écologiquement, et le développement du bio, etc. Donc mais je trouve que c'est un endroit magnifique justement, mais il en existe aussi, il y a des entreprises qui font ça, enfin, c'est pas qu'à cet endroit. En tout cas, voilà, je suis content parce que j'ai lu un petit bouquin cet été qui s'appelle Le capitalisme expliqué à ma fille. C'est un tout petit bouquin de Jean Ziegler, qui est le seul Suisse de gauche, d'extrême gauche. On a reçu ici. Voilà. Et je trouve que ce bouquin, parce que moi je suis un peu un abruti, hein, d'ailleurs, je fais partie de l'Internationale des abrutis créé par notre ami Robert Dehaene, notre philosophe belge disparu, mais qui avait créé l'Internationale des abrutis. Mais voilà, je vous conseille ce petit bouquin qui est très facile à lire, forcément, mais qui c'est marrant parce que je lisais tout ça et ça correspondait exactement à notre film. C'est-à-dire qu'à la fin, il disait il nous reste que le rêve, l'utopie, mais c'est ce qui est le plus important, etc. Et il expliquait surtout bien le rouleau compresseur du capitalisme, parce que
C'est pas qu'on soit anticapitaliste, attention. Mais Non, il y a un moment où, bon, c'est quand même, ça engendre énormément de problèmes, que ce soit la surconsommation ou même la surproduction. Parce que, bref, donc, voilà, donc lui, on était arrivé à cette conclusion qui est très naïve, parce qu'en fait, de dire oui, c'est bien, mais à la fois, voilà, c'est au moins, on voulait dire qu'il y avait quand même de l'espoir et que, je sais pas, peut-être que il y a le mouvement qui a eu lieu, là, il y a quelqu'un qui a fait sur Internet, qui a balancé un truc, et il y a eu 10 000 personnes dans la rue, je crois, dernièrement, après la démission de Nicolas Hulot pour le climat. Mais je crois que c'est peut-être par des choses comme ça qu'il faudra passer, bien que, après, quand je vois que à la Technoparade, ils sont 50 000, enfin bon, bref. Mais donc voilà, mais en tout cas, effectivement, oui, il reste ce rêve, cette utopie d'un monde un peu plus qui donne moins au capitalisme et un peu plus au social. Bonsoir. Moi tout d'abord je voulais faire une remarque sur les interludes musicaux. J'ai trouvé ça génial. Je trouve que ça donne un super rythme au film. Et je voulais savoir comment vous étiez venu cette idée. Et si c'était véritablement des gens d'Emmaüs qui avaient participé pour jouer. Et la deuxième question, c'était sur l'utilisation du gros plan et du flou. J'ai trouvé que très, très souvent, par exemple, Jean Dujardin apparaît à l'arrière-plan, mais on l'entend parler, mais il est flou. Et je voulais savoir si c'est forcément délibéré, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Voilà. Ta question fait partir tout le monde. Tu as bien fait d'intervenir. Non, en fait, les interludes musicaux, c'était une idée, parce que, je sais pas, c'était, en fait, c'est l'idée d'avoir pris le même thème qu'on a décliné, enfin, on leur a demandé de faire cette chanson, qu'on trouvait donc vachement bien, et de décliner ce thème tout le long du film, comme dans certains films qu'on aime bien, ou Deadman, ou des choses comme ça, où toujours le même thème qui revient, et donc on leur demandé de le faire avec différents instruments, gais, tristes, voilà, ce qu'ils nous ont fait, mais on s'était dit, tiens, comme ces entrepôts nous fascinaient avec tous ces meubles, ces armoires et tout ça, on s'est dit, ce serait bien de jouer là-dedans, puis on sentait que ça allait bien résonner, et donc on a essayé, on l'a fait, avec les pianos au son, des pianos d'Emmaüs qui sont rangés comme ça d'ailleurs, qui donnent ce son totalement désaccordé, mais c'était aussi l'intérêt, mais ce ne sont pas des compagnons, c'est les gars, les musiciens de Mousse et Hakim qui ont fait ça. Et on s'est dit, ouais, bon, ça peut être intéressant, et effectivement, ça c'est au montage. Quand on a fait le montage, on s'est dit, tiens, c'est vraiment, ça donne un petit côté poétique et une petite ponctuation qui est belle, et donc on a gardé ça après, par la suite. Et la deuxième question, c'était... Sur le flou et le grand. Le flou, ouais. Non, mais ça, c'était parce que Jean, comme on le voit beaucoup dans le film, on s'est dit qu'à un moment, ce serait bien qu'il soit un peu flou, un peu de dos, un peu... Ah, mais parce qu'en fait, raconte que tu avais peur de saouler un peu les... Oui, c'était la crainte que j'avais, c'est vu qu'il est très bavard, et effectivement, leur idée au départ, c'était quand même de faire une comédie sociale un peu à l'italienne. On n'a jamais vu comme dit Gus, des comédies sociales muettes, italiennes, donc j'allais être là, effectivement, beaucoup à l'oreille, et je me disais, mais je vais être très présent, j'avais vraiment peur de m'auto-souler, quoi. Donc je me dis, c'est quoi l'idée? Et t'inquiète pas, on trouvera des solutions, et effectivement, vu qu'ils font que des plans séquences, et ils restent aussi sur ceux qui écoutent, donc je pouvais un peu m'écarter, me barrer. Voilà, quand t'es là 1h30, c'est mieux. Justement, compte tenu de toute votre filmographie, Jean Dujardin, avec des rôles qui sont complètement différents de celui-là, quel effet ça vous fait de vous retrouver dans la peau de l'abbé Pierre? Moi j'ai trouvé ça, la chute, avec cette histoire de photos, on vous met ce visage-là. Oui. Déjà vous êtes à Emmaüs, c'est peut-être pas un endroit où on va tous les jours, nous-mêmes et vous aussi.
Mais de vous retrouver avec ce visage-là, c'est quand même stupéfiant. Non, vous avez raison, c'est une scène, enfin, sans se le dire d'ailleurs, parce que c'est vrai que pareil, on ne théorisait pas, mais le temps de faire le maquillage, ça prend un certain temps quand même. Et pendant ce temps-là, Ben et Gus arrivaient, voyaient, et puis petit à petit, je les voyais un peu se décomposer. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient en train de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Où est-ce qu'on va avec cette scène? Parce que c'est vrai que sur une scène, bah, là, ça peut être un strike, on peut tout bousiller, on peut tout planter. Et ça peut être ridicule et gênant. Et l'idée était effectivement de ne jamais ni trahir le travail de l'abbé Pierre, ni évidemment jamais le village, ni Germain qui nous faisait confiance, ni tout le monde. Donc ça a été un peu on lance les dés, on verra bien, mais moi j'ai senti que j'avais évidemment le visage d'un autre. C'était assez... quand Germain m'a vu, il a connu l'abbé Pierre, lui, il a été assez ému, mais je crois, je sais pas, il y a eu une espèce de tour de magie à ce moment-là, je pense, dans la réalisation, dans leur choix, dans le fait de rester dans les yeux finalement du personnage, dans les yeux de Jacques, qui a quand même effectivement les traits de l'abbé Pierre, mais je crois que le plan a véritablement aidé. L'idée d'avoir gardé ce gros plan-là, finalement, ça nous a permis de rester finalement que dans l'émotion. Et j'ai enlevé un peu de texte aussi, je trouvais parfois il y avait 2-3 phrases qui étaient un peu fabriquées. Je pense qu'on a tout compris à ce moment-là, en fait. Et que ça lance d'ailleurs, je trouve, la plus belle partie du film, d'ailleurs, commence pratiquement à la fin de cette scène-là, d'ailleurs, quand la musique commence et quand on voit en fait tout le visage des compagnons, toute la résonance du film arrive à ce moment-là. C'était une scène piégée, on l'a réussi, heureusement, mais... Ouais, surtout, comme on n'avait pas donné le scénario à Germain, jamais, parce qu'il ne le voulait pas, donc ça nous a arrangé. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut absolument qu'on les dise quand même pour l'abbé Pierre, parce que il découvre ça au dernier moment. Et donc on a hésité, je me rappelle, mais on a tardé pour lui donner le scénario. Et en fait, il était comme ils ont vachement d'humour, ils sont géniaux, donc il y a eu zéro problème pour le faire. Et je peux vous dire même, à un moment donné, on avait oublié de faire, toujours le fameux professionnalisme, on avait oublié de faire la scène où il sort de la tour à Tower, là, et d'en haut, et du coup, comme Jean n'était plus là et qu'on ne pouvait pas refaire le maquillage, c'était trop long, etc., c'est Germain qui joue, quand vous voyez d'en haut, là, c'est Germain qui joue le rôle de l'abbé Pierre, donc c'était incroyable, il a fait ça tranquillement. Et voilà, non, on voulait vraiment rendre hommage à l'abbé Pierre, ce que j'ai dit au début quand on est arrivé, c'était vraiment aux compagnons d'Emmaüs qui sont vraiment extraordinaires. Et c'est toujours sur le fil du rasoir quand on fait une comédie, parce que il ne faut pas se planter justement sur tout ça, que ce soit pas lourdingue. Parce que évidemment, comme en plus on apprend qu'à la fin qu'ils ont fait ça pour qu'ils n'y croyaient pas une seconde à son baratin, mais qu'ils faisaient ça pour la sœur, ça veut dire que pendant tout le film, certains peuvent penser que les compagnons d'Emmaüs sont complètement cons, et c'était le scénario. Donc, mais c'était un pari à prendre aussi de tarder à donner la chute du truc, parce qu'effectivement on peut penser ça. Mais bon voilà, mais je trouve que le plus beau cadeau qu'on ait eu, je crois, dernièrement, c'est quand on est allé montrer le film il y a 15 jours, ou 20, je ne sais plus quand, mais aux compagnons, et que c'était un moment totalement génial. Enfin, c'était un grand moment d'émotion, et vous pouvez l'imaginer. Et là, on s'est dit, voilà, si on a fait ce film, c'est quand même un serment pour ce moment-là, avant tout. Et voilà, donc c'était vraiment génialissime de se retrouver avec eux à ce moment-là. Toujours par rapport à l'idée de la comédie, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le mélange entre cette comédie sociale et puis quand même quelque chose de très presque angoissant, tragique, qui est la folie du personnage, qui est joué par Jean Dujardin. Et c'est rare de réussir ce mélange-là. Il y a vraiment des moments où on est très touché simplement par ce personnage qui va dans le mur, quoi, et qui entraîne tous les autres avec eux. Très difficile, ça. Comment vous avez travaillé ce mélange? Ça c'est Jean, parce que comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas la psychologie des personnages, mais notamment quand, par exemple, quand il s'énerve dans le camion, je trouve ça c'est un super moment, c'est lui qui a
Je sais plus s'il s'énervait comme ça vraiment dans le scénario, mais cette folie, elle apparaît vraiment parce qu'il part tout seul. Il essaie de. Là, il devient carrément dingue. Et après, nous, on a traité ce personnage comme un enfant, en fait. Il va pas chez le médecin, il va chez le pédiatre, il a un album Panini. Et c'est pour ça que ce personnage n'est pas totalement antipathique. C'est que il a quelques tares que quelque part nous-mêmes on peut avoir, ou on a pu avoir. Quand j'étais jeune, moi, j'ai cherché la bonne idée aussi. Je cherche toujours la bonne idée, mais pour Roland, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, après c'est lui qui a... Nous, on est à l'écoute des comédiens aussi, on n'est pas très dirigiste quand même, on part du principe que c'est à eux c'est eux qui incarnent le personnage et c'est à eux de... Bon, si ça va pas vraiment, on dit, mais en général, les acteurs comme ça, aussi forts, et je pèse mes mots, en général, ils savent très bien où ils vont, et que ce soit Depardieu, Boulevard, Dupontel, ou Jean, ou Yolande, il y a besoin de absolument rien leur dire, en fait. Sauf, par exemple, pour Depardieu, Boulevard, d'arrêter de poser la bouteille, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut...